c'est permettre à la maman d'être consciente effectivement de ce qui se joue pour son bébé, que ce qu'elle vit, elle, son bébé va aller le vivre également, mais sans savoir que ça ne le concerne probablement pas. Oui. Parce qu'une maman qui vit une grossesse n'est pas sous cloche pendant 9 mois, donc des joies, des peines, des colères, elle en vit tous les jours. Et donc son bébé les vit de la même manière, mais sans savoir que c'est maman qui est en colère, c'est maman qui est triste, ou c'est maman qui est joyeuse, mais là on prend et c'est bon à prendre. Voilà, donc ce sont ces empreintes émotionnelles qui viennent impacter notre vie intra-utérine et qui, pour la plupart, la très grande majorité, ne nous appartiennent pas, appartiennent à l'émotionnel de notre maman. Il faut d'abord travailler sur les peurs. Et les peurs de la femme enceinte, elles sont aussi le fruit de cette hypermédicalisation, mais elles sont inhérentes à leur histoire. Et donc travailler sur leur histoire familiale, mémoire inconsciente, etc., va permettre d'aller se sentir en sécurité, en confiance pour mettre au monde son enfant. Mon corps sait faire, je suis capable de faire. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Peggy. Bonjour Liron. Je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans Génération 120 ans parce qu'on va parler de sujets très intéressants dont je n'avais que très peu de connaissances en fait jusqu'à présent, c'est ce que je te disais auparavant. Et je me souviens d'ailleurs quand on s'est eu au téléphone la première fois, tu m'as un peu expliqué ce que tu faisais et l'enjeu de tout ça, et j'étais à la fois fasciné et ultra curieux, et je me suis dit waouh, il faut absolument que je comprenne un peu plus tout ça en profondeur et que je partage ça autour de moi. Donc aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se focaliser sur à peu près 3 sujets. En tout cas, on va essayer. Le premier sont les empreintes émotionnelles de la vie intra-utérine et leurs conséquences sur l'adulte. Les empreintes émotionnelles de la naissance et de leurs conséquences pour l'adulte, et on va dire les mémoires familiales. C'est bien ça. Oui, c'est ça. On va essayer de couvrir. C'est remettre ces sujets-là dans ce que c'est que le fait de devenir maman. D'accord. Bon, super. Donc, je te propose dans un premier temps te présenter vraiment ce que tu fais et peut-être dire comment aussi t'en es arrivé à ce que tu fais. Est-ce que tu as vécu peut-être des choses en rapport avec ce que tu es en train de faire ou... Alors moi, je suis thérapeute. Ma spécialisation, c'est de travailler avec les femmes qui souhaitent devenir maman, soit pendant leur phase de conception, soit pendant la grossesse, et puis après, une fois que bébé est né, donc jusqu'à la naissance et au postpartum, mais aussi à accueillir les gens qui ne sont pas mamans, ou qui le sont déjà, ou les hommes, voilà, peu importe, qui viennent travailler sur un mal-être, qui peut être un mal-être physique, un mal-être psychique, et qui est en rapport, alors au départ ils ne le savent pas forcément, mais qui est en rapport avec des mémoires inconscientes autour de leur naissance, soit pendant leur temps de gestation, soit pendant leur naissance, ou les mois qui ont suivi, soit avec des mémoires dont on parle moins parfois, qui sont les mémoires familiales, c'est-à-dire ce qu'ils sont venus chercher et réactiver dans leur vie à un moment donné des mémoires de leur lignée. Donc, ce sont ces personnes-là et sous cette demande-là que j'accueille. Et donc ça, c'est mon travail quotidien au cabinet. Et j'ai commencé en réalité en tant que massothérapeute pour les femmes enceintes. Massothérapeute, c'est... Massothérapie, c'est en France, on appelle ça du massage bien-être.
Okay. Et donc moi j'ai été largement formée en Belgique et donc c'est un cursus de massothérapie, donc massothérapeute en périnatalité. Et puis je me suis très vite aperçue que le corps effectivement raconte, et notamment pendant cette période de la grossesse ou du devenir mère, raconte tout un émotionnel qu'on a sous la main en réalité, que l'on perçoit sans en avoir forcément l'explication. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je suis allée chercher les explications, et de fil en aiguille, j'ai été amenée à aborder tout cet inconscient en fait du devenir mère. Et ça fait aujourd'hui le cœur de mon accompagnement des femmes. Et puis j'ai eu un parcours de vie aussi qui m'a largement amenée à travailler ce que c'est que la maternité, puisque je suis la maman de 5 enfants, et que tous mes parcours de maternité ont été à chaque fois différents, parfois souffrants. J'ai perdu des enfants aussi, et donc c'était aussi un parcours de vie qui est venu enrichir mon métier, en fait. Ou mon métier s'est enrichi de mon parcours de vie, c'est dans les deux sens. Ok, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ouais, tu t'étais pas dit au début que je vais travailler dans les mémoires émotionnelles, les non, empreintes. pas du tout. Non, pas du tout. Au début, je me suis dit, je veux travailler avec des femmes enceintes. Ça, c'était restrictif à la grossesse. Et puis, de fil en aiguille, bien sûr, l'être humain est tellement passionnant que on peut pas dissocier un domaine de l'autre. Et donc, le domaine physique, le domaine psychique, le domaine émotionnel, tout ça étant très lié, j'ai été amenée à travailler sur chaque facette, en fait. Mais c'est-à-dire que dès lors que tu voyais, par exemple, une femme enceinte, ou en tout cas, on va dire quelqu'un, tu ressentais qu'il y avait des choses au-delà de... Pendant le massage, oui, tout à fait. Donc, tu n'avais pas forcément connaissance au début. Tu ressentais des choses, tu n'arrivais pas... Alors, pour remonter un peu plus loin, moi, j'ai pas du tout une formation à la base qui a à voir avec tout ça. Je suis une scientifique, ingénieure, issue d'un cursus tout à fait rationnel. Très cartésien, alors. Voilà, c'est ça. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur le toucher massage, ça a été des grandes découvertes et des grands points d'interrogation pour moi à l'époque, de ne pas savoir ce que captaient mes mains. J'avais rien de rationnel à mettre sur ce que je ressentais, alors c'était très déstabilisant. Et ce sont ces points d'interrogation qui m'ont amené à chercher des réponses. Et de fait, je suis passée du corps à l'émotionnel, et de l'émotionnel au psychique, et jusqu'à en faire un tout, quoi. C'est incroyable, ça. C'est un parcours de compréhension, en fait. Ouais, parce que tu étais attiré par la curiosité pour... Oui, j'avais besoin de mettre du sens, beaucoup. Ok. Justement, on va pouvoir parler de... Enfin, tu vas pouvoir donner des exemples là, tout à l'heure de comment on ressent un peu les choses. Enfin, qu'est-ce que tu ressens en final. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut définir ce que c'est une empreinte émotionnelle ? Et dans la vie utérine, je le prononce bien, utérine. Oui, c'est ça. C'est, j'imagine, donc, c'est pendant la grossesse de la maman. Donc là, on est clair dessus, mais alors une empreinte émotionnelle, comment tu définirais ça ? Alors, une empreinte, ça porte bien son nom, hein. C'est un autre mot que l'on peut poser, c'est une mémoire, et c'est une mémoire inconsciente. Parce que bien sûr, quand on est dans le ventre de sa maman, le fœtus, l'embryon, le bébé, n'a pas de mémorisation consciente. Sinon, on se souviendrait tous de notre gestation, et c'est pas le cas. Donc il y a une forme de mémorisation qui n'est pas une mémorisation consciente, qui est une mémorisation qui repose sur un bloc qui est fait des sensations corporelles et des émotions ressenties. Donc du ressenti émotionnel, de la sensation corporelle, et ça fait la forme de mémoire du bébé in utero. Sauf que ce bébé in utero, il n'a aucune idée de ce qui est lui, de ce qui n'est pas lui, de maman, toute notion d'altérité nous est complètement étrangère in utero. Oui. Si bien que on va, en tant que bébé, en tant que fœtus, s'approprier un vécu de sensations émotionnelles, ressentir la peur, ressentir la colère, ressentir la joie aussi, hein, il n'y a pas que les émotions. Oui, voilà. Tout ça sans savoir que ce qui nous touche, ce qui nous traverse, que l'on est en train de mémoriser de manière limbique, émotionnelle, ne vient pas de nous, mais vient du vécu de notre maman. Si bien qu'il y a une histoire de la gestation qui est à la fois la même, mais à la fois avec des conséquences différentes du vécu de grossesse. C'est le même temps vécu par deux individus différents qui sont en parfaite osmose.
Ok, donc c'est un peu comme une éponge en fait, le bébé. Nous sommes des éponges toute notre vie en réalité, mais après il y a la barrière, on va dire rationnelle. Mais là, ce que je comprends bien, c'est que en fait l'enfant. Alors je sais pas si on peut parler d'enfant en fait. On parle de bébé. Alors selon l'âge, c'est vrai que je prends des grands raccourcis en disant le bébé in utero, mais selon l'âge, voilà, il y a des. En tout cas, l'être qui est à l'intérieur, en fait, va tout absorber, vraiment sans aucun filtre, tout ce qui se passe. Pas de filtre si maman n'en donne pas. C'est tout un sujet justement de ce que c'est qu'un accompagnement prénatal en conscience. C'est permettre à la maman d'être consciente effectivement de ce qui se joue pour son bébé, que ce qu'elle vit, elle, son bébé va aller le vivre également, mais sans savoir que ça ne le concerne probablement pas. Oui. Parce qu'une maman qui vit une grossesse n'est pas sous cloche pendant 9 mois, donc des joies, des peines, des colères, elle en vit tous les jours. Et donc son bébé les vit de la même manière, mais sans savoir que c'est maman qui est en colère, c'est maman qui est triste, ou c'est maman qui est joyeuse, mais là on prend et c'est bon à prendre. En fait, il n'y a aucune notion de... Il n'y a pas de langage émotionnel finalement. Est-ce que, si je comprends bien, l'enfant ne sait pas que c'est de la colère, ne sait pas que c'est juste un ressenti négatif ou un ressenti positif. C'est ça, et ça vient, alors c'est ça qui est fabuleux, le lien avec le corps et les émotions, ce dont parle la médecine traditionnelle chinoise, c'est que ça vient impacter notre corps. Par exemple, un bébé qui va venir au monde et puis faire une jaunisse, les bébés qui passent sous les lampes là à la maternité quand ils font une petite jaunisse, vient parler d'un dérèglement du foie et vient parler de l'émotionnel de la colère. Donc se pose la question de d'où vient cette colère. Est-ce que maman, à un moment donné, a été en colère au moment de l'accouchement, au moment de sa grossesse? Voilà, donc ce sont ces empreintes émotionnelles qui viennent impacter notre vie intra-utérine et qui, pour la plupart, la très grande majorité, ne nous appartiennent pas, appartiennent à l'émotionnel de notre maman. Mmh. Ok, donc si l'enfant... Enfin, à partir du moment où il y a la conception, on va dire... alors, je sais peut-être pas le bon mot, mais l'être va télécharger en fait toutes les données de la mère en termes de mémoire. Vivre au diapason, oui. Et ensuite, pendant toute la grossesse, va ressentir tout ce qu'elle ressent. Bien sûr. Et s'imprégner de tout ça. Et c'est ça en fait qu'on appelle les empreintes émotionnelles. C'est ça, de la vie intra-utérine. Et la même chose à la naissance. Ok. Et donc ça a des conséquences après pour l'enfant. Étant donné que là, il n'y a pas de mémorisation consciente, mais inconsciente. Tout de suite, c'est relégué au niveau du cerveau limbique et au niveau de l'inconscient. Et ça vient comme tirer les ficelles, en réalité, de tout un tas de situations, de réactions. Alors, bien sûr, ce bébé va grandir, n'est-ce pas? Et un jour va devenir adulte. Et cet adulte va toujours être comme sous l'emprise, comme la marionnette dans bien des réactions émotionnelles, dans bien des situations de vie, de choix, de comportement, dans l'emprise de ces empreintes émotionnelles qui vont aller générer des mal-être, comme je le disais tout à l'heure, physique, émotionnel. Donc en gros, si une personne qui a, on va dire, un certain mal-être, il faut tout de suite penser à ce qui s'est passé pendant la grossesse, ou en tout cas peut-être après la grossesse, ou les mémoires familiales. C'est une façon de regarder les choses qui est très souvent pertinente. Ça n'empêche que le calque présent sur lequel il vient consulter, qui peut être une rupture amoureuse, par exemple. Je vais pas bien, j'arrive pas à digérer ce deuil, qui est le deuil de la relation que je pouvais avoir. Comme on parle d'un deuil, donc je prends cet exemple comme ça parce qu'il me vient en tête, oui. On parle d'un deuil, on va aller travailler sur des rebonds. Quel a été le précédent deuil qui peut-être n'a pas été digéré non plus, et puis de rebond en rebond, on s'aperçoit que on peut très bien, et la plupart du temps, arriver à quelque chose qui s'est passé à ce moment où la mémorisation est inconsciente, émotionnelle et corporelle. C'est incroyable, et ça fait ça quelque part ça. Alors c'est une autre question, on va peut-être y répondre après au niveau peut-être de la prise de conscience de la maman et peut-être de la culpabilité qu'elle peut éventuellement avoir et de comment elle peut se protéger de tout ça. Juste avant, est-ce que tu as des exemples d'empreintes, là tu parlais de la jaunisse, mais est-ce que tu as des empreintes émotionnelles, des exemples qu'on retrouve assez souvent, en tout cas peut-être des choses que tu peux partager Prenons par exemple un adulte
qui vient en disant je ne sais pas comment je me débrouille, mais dans mon travail, ça pose problème à l'heure actuelle parce que quels que soient les efforts que je fais, donc là je vous cite un patient, quels que soient les efforts que je fais, je n'arrive jamais, mais jamais à rendre mes dossiers à l'heure. Et ça crée tout un tas de problèmes parce que, bien sûr, mes supérieurs hiérarchiques sont pas OK avec ça. C'est-à-dire que ça crée des soucis, mais plus je suis sous pression et moins j'y arrive. Et j'ai beau anticiper, il se passe toujours quelque chose à la dernière minute qui fait que, le dossier que j'avais préparé s'est effacé du disque dur. Ouais. J'ai paumé la clé USB que je devais transmettre. Je ne sais pas où j'ai mis l'enveloppe. Il se passe toujours quelque chose qui fait que, au final, c'est jamais en temps et en heure. Et donc on a travaillé avec ce patient sur tout un tas de rebonds où effectivement c'était justement l'enfant dans la fratrie qui faisait que tout le monde part toujours en retard alors que papa, maman ont tout préparé pour partir je ne sais pas où en pique-nique ce dimanche-là. Eh bien non, cet enfant-là, à la dernière minute, c'est lui qui a pas mis ses chaussures, c'est lui qui a oublié un sac, c'est lui qui fait que on part en retard et il se fait rouspéter. Donc on est remonté comme ça et cet enfant par exemple est né par césarienne. Okay. Donc là, on ne parle pas des empreintes in utero, mais des empreintes de naissance, mais c'est le même principe. Il est né par césarienne. Et quelle est alors une césarienne qui, en l'occurrence, avait été déclenchée en urgence parce que le cœur du bébé faiblissait. Voilà. Donc c'est assez fréquent, somme toute. Il y a eu de la peur de la part de sa maman à ce moment-là, donc un ressenti de peur par le bébé, alors que lui n'était pas en danger puisque l'équipe soignante a fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire la décision médicale a été prise d'un accouchement par césarienne pour que tout le monde aille bien, et de ce point de vue-là, c'est OK. Seulement, ça, ce décodeur-là, le bébé ne l'avait pas. Et puis, ça n'empêche que sa maman, tout en se sentant prise en charge par l'équipe médicale, c'est pas ce qu'elle avait projeté dans son accouchement, et quand on annonce le cœur du bébé est en train de faiblir, on part en salle de naissance, en salle d'opération, il y a une peur. Il y a une peur viscérale de la maman. C'est difficile de ne pas avoir peur. Oui, voilà, c'est difficile de ne pas avoir peur. Donc c'est juste tout est normal, c'est du basique humain, ça. Donc la maman a peur, le bébé qui est en train de naître ressent cette peur viscérale-là, sauf qu'il ne sait pas que pour lui, tout va bien en réalité. Et puis, donc, césarienne est passée, tout s'est bien déroulé, ils n'ont même pas été séparés à la naissance. Néanmoins, ce bébé a mémorisé, a enregistré qu'il n'était pas capable d'eux et qu'il n'avait pas été en capacité de venir jusqu'au bout de sa naissance et de réaliser ce premier projet de vie qui est de se mettre au monde et de ne pas être dans le bon timing. Wow. Je ne suis jamais dans le bon timing à partir de ce moment-là. Et donc, c'est ce genre de mémorisation complètement inconsciente, en fait, que l'on va relire. C'est la même chose, et encore plus d'ailleurs, avec des naissances qui sont déclenchées. Quand soit le bébé est légèrement post-terme ou parce qu'il y a un problème médical pour une maman. Par exemple, il y a une pathologie pendant les grossesses qui est une cholestase gravidique, c'est-à-dire une pathologie là aussi du foie de la maman, et la seule solution, c'est de faire venir le bébé au monde, de faire naître le bébé. Donc on va déclencher la naissance en essayant d'attendre la 37e semaine au moins, de façon à ce qu'il n'y ait pas de prématurité, mais donc médicalement, c'est plus que justifié, seulement le bébé n'en sait rien, absolument rien, et donc on va déclencher la naissance, et au final, je ne suis pas capable, et je ne suis pas dans le bon timing. Incroyable. Et du coup, à l'âge adulte, tout un tas de comportements, de réactions qui peuvent être émotionnelles par rapport à ça, et qui échappent complètement. C'est-à-dire, j'ai beau tout faire avec mon histoire de dossier, je n'arrive pas à rendre ce fichu dossier en temps et en heure. Ok. Et donc, à partir de cette problématique, vous avez réussi à remonter jusqu'à cette naissance? Oui, parce qu'on bien sûr, en tant que thérapeute, on connaît les empreintes et puis les conséquences que ça peut avoir. Alors, on cumule rarement tout, heureusement d'ailleurs, mais on connaît les grands axes. Et donc, c'est un simple questionnement. Racontez-moi votre naissance, racontez-moi le temps de grossesse de votre maman, qu'est-ce que vous en savez ? En règle générale, on n'en sait pas grand-chose en vérité. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, si on s'en souvient pas ou si on a des vagues souvenirs ou même pas en fait. Et souvent, les mamans simplement ne racontent pas.
Ouais. Ne racontent pas et ont gardé un souvenir assez édulcoré quand tout s'est bien passé ou normalement passé, avec toutes les guillemets qu'il faut à cet adverbe. Elle raconte pas vraiment, mais ce qui est important, c'est comment est-ce que maman l'a vécu et comment est-ce que bébé a vécu ce temps-là. Mais ça, la façon dont le bébé vit ça, on n'y peut pas grand-chose, non? Ou peut-être on va peut-être y venir justement avec en amont, quoi. Oui, mais tout à fait. Sinon, s'il n'y a pas de préparation, en fait, le bébé, lui, il sait pas ce qui se passe. Exactement. Tant qu'on lui donne pas le décodeur, il n'a pas le décodeur. Et donc, c'est tout l'enjeu d'un accompagnement en conscience, justement. L'accompagnement prénatal, tel que je le conçois, mais bien sûr, je suis pas la seule, c'est de pouvoir mettre en lien bébé et maman, mais de ce point de vue-là. C'est-à-dire du point de vue de cette ultra-puissance qu'ont les mères pendant leur grossesse, de pouvoir donner le décodeur à leur bébé. Parce que bébé est justement dans un langage purement émotionnel. C'est pouvoir lui dire, par exemple, un autre grand contexte de gestation pour un enfant, c'est quand, par exemple, maman va aller vivre un deuil, le deuil d'un proche, pendant la grossesse. Oui. Bébé ne sait absolument rien si on ne lui explique pas, mais c'est expliquer non pas avec des mots et un sens grammatical des phrases, c'est lui expliquer émotionnellement à l'intérieur, et ça c'est maman qui peut le faire, de cœur à cœur, de vibration à vibration intérieure, que ce qu'elle vit de tristesse, d'effondrement ne concerne pas bébé. Ça ne le concerne pas. Là, tout va bien pour toi, je t'aime, tu es en sécurité, néanmoins je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Et pouvoir lui envoyer toute cette sécurité, tout cet amour. Alors ça, on va le travailler de diverses manières. En hypnose, on va le travailler sur la respiration consciente, on va le travailler aussi dans le toucher, pour que maman puisse s'intérioriser et pouvoir, pendant le massage, alors qu'elle est complètement en lien avec son bébé, lui transmettre tout ça, en s'autorisant à vivre ses émotions, à elle, tout en mettant bébé en sécurité et dans l'amour. Ouais. Bah, ça me fait penser à, justement, j'ai parlé avec une femme il n'y a pas très longtemps, et justement on racontait un peu comment ça se passait, la grossesse, et elle avait deux situations en fait pendant 2 grossesses. La première, c'est qu'elle avait vécu un deuil justement pendant sa grossesse d'un de ses enfants, et dans le deuxième cas, elle avait en fait elle criait tout le temps envers ses enfants avant qu'elle comprenne en fait l'importance de l'éducation positive, etc. Et ce qu'elle me disait en l'occurrence pour le deuxième cas, enfin déjà ça a eu un impact après sur l'enfant, mais dans le deuxième cas par exemple, elle me disait que ce que je remarque en fait, quand je lève un petit peu la voix, en fait mon enfant est tout de suite sur la défensive, ou tout de suite qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors que j'ai même pas levé la voix. Et en fait, elle m'a dit, avec un travail d'introspection, je me suis rendu compte en fait que pendant la grossesse, j'avais tendance à crier la voix. Et du coup, ça a eu cette répercussion-là. Et pareil pour le deuil, la personne, en tout cas l'enfant, elle est un peu plus en retrait. Il y a des choses, des sujets qui sont un peu plus difficiles à aborder. Oui, c'est ça. Quand on a des adultes qui viennent avec une tristesse, une mélancolie, quelque chose qui ressemble à je ne sais pas pourquoi j'ai tout pour être heureux et pourtant je ne le suis pas. Voilà, ce genre de choses très vagues là, automatiquement, moi je vais voir dans la prénatalité et à la naissance. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans les lignées aussi ? Parce que ces mémoires inconscientes, elles sont sur l'axe de vie de la personne, depuis sa conception, son temps de gestation, sa naissance, les mois et même les 3 années qui suivent. Mais il y a aussi toute la mémorisation inconsciente des lignées. C'est ça, moi, là, on va pouvoir en toucher quelques mots, mais c'est juste fou de recevoir, en fait, tout ce poids de la lignée. C'est... autant en positif en négatif. On se demande même si, quelque part, finalement, on est impuissant face à tout ça, et est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose face à tout ça ? Alors, oui, on peut faire quelque chose, Dieu merci. Déjà, on récupère en fait tout le poids, tous les... Alors, pas tout.
pas tout, parce que là, pour le coup, ça ferait un peu lourd. C'est-à-dire, on vient quand même raisonner avec certains vécus, du coup, le vécu de certains ascendants, certains ancêtres, et pas tous. Là, il y a une mécanique qui est fabuleuse, qui est hyper cohérente quand on la met en lumière, de ce que c'est que cette transmission des ascendants vers leurs descendants, avec certaines naissances, certaines dates de conception, qui font écho à des dates de décès, à des dates de trauma, à des dates d'événements dramatiques dans le vécu des personnes. Et toute cette mécanique-là ne vise qu'une seule chose, c'est faire en sorte que ce qui a été traumatique, ce qui a été dramatique à un moment donné, puisse être résolu par les suivants. Donc, le suivant ou la suivante en question, choisi entre guillemets par les lignées, avec toute cette mécanique de naissance, de conception, etc., va aller se charger bien inconsciemment de résoudre, de remettre en jeu, de réactiver tout ce qui n'a pas été résolu. Voilà, c'est un aspect spirituel au final, c'est que quelque part, il y a l'être qui va naître a une mission à réaliser, va se parfaire, va résoudre des choses. Et c'est dans ce cas-là que ça se passe, quoi. Alors, oui, si tu veux, la dimension spirituelle, alors elle existe dans mon travail et comment j'aime voir tout ce jeu-là multidimensionnel. Il y a effectivement ce que chaque âme vient chercher d'expérience dans son incarnation. On vient effectivement avec une feuille de route qu'on a tous oubliée. On a oublié le titre, tous les alinéas, tous les chapitres, ou presque. Mais on a ce désir de venir expérimenter des grands principes de vie terrestre qui sont en lien avec l'émotionnel humain. Et puis, pour ça, justement, on vient choisir nos lignées. Oui. On vient choisir tel père, telle mère qui est dans telle époque de sa vie, qui a vécu lui-même, elle-même, telles émotions inconscientisées, qui est allé jusqu'à un certain point dans son évolution, qui a laissé au passage des deuils qui n'ont pas été faits, des traumas qui n'ont pas été résolus, des secrets qui ont été gardés, et on vient choisir tout ça, parce que c'est justement le tremplin qui va nous permettre, dès notre vie intra-utérine, d'aller contacter tout ça. Donc, en vue de faire ce travail-là. En vue de mener notre expérience humaine. Ce qui n'empêche que, au cours de cette expérience humaine, justement, ça va nous tarauder d'aller lever les secrets, d'aller résoudre bien inconsciemment jusqu'à ce qu'on y porte conscience tel ou tel problème en lien avec qu'est-ce que c'est que être indépendant de manière affective, par exemple. Eh bien, je peux très bien me retrouver dans des situations répétitives de dépendance affective, et ça, dès ma conception, dès mon vécu intra-utérin, où on va retrouver par exemple des empreintes de gémellité intra-utérine qui n'est pas les... Gémellité, la gémellité, oui, le fameux syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire le syndrome du jumeau perdu. Une des empreintes intra-utérines qui a été mise à jour, il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus, c'est la présence au départ d'une conception, au départ d'une grossesse, justement non pas une conception, mais 2 développements embryonnaires, ou 3, multiples en tout cas, avec, au terme de cette grossesse, un seul bébé à naître. Et que, en cours de route, généralement très précocement, sans même que la maman le sache en règle générale, un ou plusieurs développements embryonnaires ont cessé, un seul a continué. Et donc ça passe à l'as de la connaissance maternelle. Ah oui. Et c'est une des rares empreintes, si ce n'est la seule, qui est du vécu propre de l'embryon, du bébé, et qui n'est pas en résonance, comme on vient de l'expliquer, avec l'émotionnel maternel. C'est-à-dire que le bébé, qui est en développement à ce moment-là, vit un deuil qu'il n'est pas capable ni de conscientiser, encore moins de travailler, et qui reste un deuil non fait, irrésolu, qui va venir tirer les ficelles, justement, de tout un tas de comportements par la suite. Ouais, mais qui le met au contact, cet individu en devenir, qui le met au contact dès ses premières semaines, voire dès ses premiers mois de gestation, avec qu'est-ce que c'est que de perdre l'autre
Et qu'est-ce que c'est que d'aller développer, justement, c'est là que je parle de tremplin, d'aller à la recherche de cette indépendance affective. Parce que dès le départ, on en a été privé. Wow. En fait, déjà, dans le ventre, en fait, l'être vit un deuil, quoi. Oui. Et sans que là, en fait, on ne sait pas au début que, si j'ai bien compris, que il y aurait potentiellement 3 bébés. Par exemple, oui. Voilà, et à la fin, on a un bébé qui naît, mais quelque part, il y a eu 2 deuils, 2 décès, en fait. C'est ça. Mais tellement précocement que c'est au stade, d'un point de vue biologique, développement embryonnaire, c'est en règle générale très très précoce. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir, au moment où ça se passe, pouvoir faire une échographie. C'est arrivé certaines fois dans des conditions très très particulières, de pouvoir capter le moment avant que la résorption se fasse de ces sacs embryonnaires ou de ce sac embryonnaire. Mais sinon, éventuellement, ça peut déclencher quelques saignements, mais d'un point de vue strictement médical, quand une maman perd du sang les toutes premières semaines et qu'elle sait qu'elle est enceinte, eh bien, elle va rapidement voir la sage-femme à l'hôpital, inquiète, en se demandant si elle n'est pas en train de faire une fausse couche. Et puis, on constate que maman va bien, que le col est fermé, et puis que le cœur du bébé bat toujours. Et voilà, tout le monde est rassuré, on rentre à la maison, l'épisode est clos. Mais pendant ce temps-là, il s'est probablement passer quelque chose pour ce bébé qui est là. Ok. Et cette empreinte, on a été en mesure de la montrer. C'est quelque chose C'est en voyant le comportement des adultes que, notamment le docteur Humbert, qui a été une des grandes prêtresses qui a mis à jour tout ce travail-là. Elle a fait un travail absolument fabuleux de mise à jour de ce que c'était que ces empreintes, et notamment celle donc de la gémellité intra-utérine avortée, du jumeau perdu. Et donc, bien, cette empreinte-là conditionne, à quelle proportion, ça dépend des individus, conditionne tout un comportement d'adulte, de gens qui vont aller, par exemple, ne pas pouvoir vivre en couple. C'est-à-dire des gens qui viennent, des jeunes femmes comme ça, qui viennent et qui me disent « Moi, maintenant, il faut que j'arrive à avancer dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, en dépit de mon désir d'engagement, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de fonder une famille, mais ça ne dure jamais. » Et on va décortiquer ça. Ou bien, bien sûr, ça ne dure jamais dans ces cas-là parce que c'est trop souffrant de prendre ce risque-là. Oh. Mon Dieu, prendre le risque d'être 2. C'est terrible. Quand on y pense, quand il y a cet inconscient-là qu'on met à jour, et on se dit, il tire les ficelles. Il tire les ficelles de situations qui deviennent complètement souffrantes pour l'adulte, mais qui ont toutes leurs raisons d'être. Il est hors de question de prendre le risque à nouveau d'être 2. Ou l'inverse complet, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être seuls, et qui, inconsciemment justement, s'arrangent pour passer de chez papa à dans un couple. Et fonder des couples qui, pour le coup, sont hyper stables, hyper solides, mais qui vivent sur le mode de la fratrie. Okay. Avec un amour inconditionnel, et néanmoins qui n'est pas un amour de couple amoureux. Je vis avec le symbole d'un frère ou d'une sœur jumelle. Wow. Qui me sécurise complètement. Et donc, c'est ultra sécurisant. Et on retrouve le nid de problèmes de couple à trait avec la sexualité qui ne se vit pas, qui se vit mal, qui est souffrante, etc. C'est fascinant. Par exemple. Ça me donne des frissons quand tu parles de tout ça, parce que c'est... Il y a bien d'autres conséquences. C'est juste fascinant de pouvoir justement mettre ça à jour, parce que tu me demandais, mais est-ce qu'on peut en sortir de tout ça? Oui, bien sûr, c'est aller s'approprier sa propre histoire et dans le plein adulte que l'on est devenu, du coup, avec ces nouvelles connaissances intégrées, aller, c'est tout le travail, réinformer la part de soi qui est restée, là, si on veut parler de la gémellité intra-utérine, qui est restée figée dans un deuil impossible à faire. Ok. Juste avant de parler de la gestion de tout ça, est-ce que, là tu parles de la gémellité intra-utérine, est-ce que tu as un autre exemple à donner d'une empreinte qui est très connue et qui... Oui, la préférence de sexe, portée sur l'enfant. Ça, c'est très connu. C'est-à-dire s'il choisit son orientation sexuelle, c'est ça? Non, c'est
un enfant qui a été désiré par les parents ou par un des deux parents garçon, consciemment ou inconsciemment, et qui va naître fille. C'est-à-dire, je suis une petite fille, mais j'ai été désirée pour être un garçon. Imaginons, je vais te prendre un cas que je connais bien. Il y a eu un décès dans la lignée, du coup ça va te mélanger les mémoires des lignées et puis les mémoires intra-utérines. Il y a eu un décès d'un jeune homme dans une famille, 18 ans ou 19 ans, et il a un accident de voiture, il meurt. Ce jeune homme a un frère aîné qui vit en couple, qui est prêt à devenir père. Il se trouve que c'est mon père. Ce deuil, il ne le fait pas de son jeune frère, donc mon oncle que je n'ai jamais connu. Et ma grand-mère paternelle, évidemment, n'a jamais pu faire le deuil de son dernier fils, en réalité, puisque c'était son 3e enfant. Est dans un plein désir que le bébé qui est attendu remette de la vie, certes, mais vienne remplacer cet enfant qu'elle a perdu. Et mon père, bien inconsciemment, est dans ce désir de soulager le deuil de sa mère. C'est insupportable d'être en train de devenir père, donc de vivre la joie d'une grossesse, parce que j'étais un bébé très attendu, très souhaité, et en même temps d'être dans ce deuil impossible à faire. Donc mon père était en deuil, ma grand-mère était en deuil, ma mère était le réceptacle de tout cet émotionnel, a essayé de faire la part de qu'est-ce qui est la compassion pour mon mari, la tristesse de le voir dans cette dépression, et puis essayer de vivre ma grossesse. Et donc c'est ce que je te décrivais tout à l'heure. Le bébé in utero ne fait absolument pas le distinguo entre maman est en train de vivre dans un contexte de deuil, papa aussi, et moi je vais bien. Ça ne peut pas. Ah oui, voilà. Le mélo là. Voilà, et donc il y a inconsciemment porté sur ma naissance le désir que je sois un petit garçon de remplacement de cet oncle décédé. Seulement, je ne suis pas un petit garçon. Je ne l'ai jamais été. Ouais. Et à ma naissance, je ne suis toujours pas un petit garçon. Donc, porte sur cet enfant. Je vais continuer à te décrire ma propre expérience, mais ça te met en exergue, si tu veux, tout ce qui peut se passer. C'est comme si je montais comme stratégie in utero, sentant qu'il y a ce poids-là de désir que je sois un garçon, mais je sais quelque part, sans savoir, que je ne le suis pas et que je ne le serai pas, je vais être insatisfaisante. Je ne vais pas pouvoir satisfaire. Or, c'est vital pour un être humain de satisfaire à ce qui est attendu de lui de façon à être aimé. Être aimé est vital. Bien sûr. Donc, je ne vais pas être satisfaisante, je ne vais pas être aimée. C'est la source d'une grande part des dévalorisations qu'on peut rencontrer chez les adultes. Donc, il y a tout un travail de revalorisation à faire, de confiance en soi. Voilà, c'est le nid de tout ça. Et puis, je vais aller me comporter comme un petit garçon, puisque je vais leur montrer que tout en étant une fille, je peux les satisfaire en faisant les mêmes choses qu'un petit garçon. Donc j'ai fait dans ma jeunesse beaucoup de motos, j'ai coupé du bois avec mon père, j'ai fait beaucoup d'activités qu'aurait fait un petit garçon en fait. Tout ça bien inconsciemment. C'est-à-dire, ça tirait les ficelles de mon comportement jusqu'à ce que, alors très tardivement dans ma vie, je porte conscience là-dessus, que je découvre tout ça. Donc ça a aussi été un parcours de découverte de soi, oui, tout à fait. Je porte conscience sur le fait que, mais mon Dieu, j'étais parfaitement satisfaisante parce que qu'est-ce qu'avait fait l'inconscient de mes parents en me concevant au final petite fille? C'était me protéger d'être cet enfant de remplacement. Je vois. Waouh. Donc, c'est tout ce décodage, en fait, qui fait que, par exemple, pour cette empreinte intra-utérine de préférence de sexe portée sur l'enfant attendu, le nid de redécouvrir, se réapproprier toute une complétude de soi. Je peux effectivement être dans une grande force yang. J'ai toujours été quelqu'un, du fait de cette préférence de sexe portée et cette croyance qui a été la mienne de ne pas être satisfaisante, je peux être quelqu'un de très fonceur, de leader, quelqu'un qui décide facilement, etc. Mais en même temps, j'avais à me réapproprier ma féminité, qui est passée alors par un parcours de maternité, par un parcours professionnel, etc. Mais là, chacun son chemin. Mais il est parfaitement possible de revenir sur tout ça.
Ok, heureusement d'ailleurs. Et heureusement d'ailleurs. Ok, ouais, c'est ultra intéressant et du coup, ça... Je vois que tes neurones pétillent, en fait. Ouais, mais oui, parce que du coup, ça peut... Enfin, je pense que ça donne aussi de l'espoir aussi de comprendre certaines choses et de mettre en lumière aussi certains comportements, certaines façons de penser, certains de... On va reprendre les rênes de notre autonomie, en fait. Parce que même moi, du coup, en même temps, je pense par rapport à ma situation. Tout simplement parce que tu as été un bébé porté par un ventre maternel et que tu es né dans des lignées, donc ça concerne absolument tout le monde. En plus, moi, il m'est arrivé un truc à la naissance. Bon, je vais pas forcément en parler maintenant, mais j'en parlerai peut-être après. Mais du coup, oui, ça dans la tête, ça, il y a plein de trucs qui se passent. Ok, et le père dans tout ça alors, oui. Est-ce que du coup, j'imagine, il transfère ses mémoires au moment de la conception, ou est-ce qu'aussi il va jouer aussi un rôle important aussi pendant la grossesse? Enfin, oui. Est-ce comment ça se passe au niveau de la répartition émotionnelle ou des empreintes Alors, le filtre émotionnel premier, c'est maman, c'est-à-dire la façon dont maman va vivre la grossesse va impacter le vécu émotionnel du bébé, mais le père est infiniment important là-dedans. C'est-à-dire que, là, je te citais l'exemple de mon père qui était en deuil pendant ma gestation. Ma mère était très affectée par le fait de voir son mari dépressif, d'avoir perdu son frère. C'était une situation souffrante pour tout le monde. Ouais. Donc là, ça concernait effectivement le deuil de mon père. Néanmoins, ça m'a impacté de plein fouet. Il est le père dans sa force masculine yang, la grossesse étant, là je te parle d'un équilibre énergétique, la grossesse est un temps très yin, très féminin, très, très renfermé sur soi, tout ce que l'on tisse en secret au sein de soi. Et en face, on a un papa qui a tout un rôle à jouer dans l'affirmation de cette force yang masculine, sachant que évidemment on a les deux, mais là ça peut s'équilibrer harmonieusement de cette façon-là quand un homme est conscient que sa compagne est en train de vivre un moment 9 mois très yin, et plus quand après la naissance, il a à jouer ce rôle très protecteur, très entourant, très idéalement, dans un idéal qui n'existe absolument pas, c'est pouvoir faire la vie tellement douce. Mais là, vraiment, je te parle de quelque chose qui n'existe pas, parce que je te disais, de toute façon, une femme n'est pas sous cloche pendant 9 mois. Mais dans certaines tradition et dans certains peuples, justement, on va non seulement le père, mais aussi beaucoup les femmes autour vont aller faire en sorte que la maman soit hyper protégée, un peu comme dans du coton, tu vois, parce que dans ces traditions-là, on va penser au devenir de l'enfant. Comme une poule qui reste. Un peu ça, ouais. Donc le père est ultra important d'un point de vue vécu émotionnel pour sa femme, mais pour le 2 en 1 du temps de grossesse de la femme et du bébé. Et puis, il y a toute sa présence au moment de la naissance aussi, de faire le lien cœur à cœur avec ce bébé. Parce que là, je parlais du cœur à cœur de la maman avec son bébé, qui se tisse en intériorité, cette viscéralité qui est l'apanage des femmes. Et le bébé n'a pas de lien, en fait, jusqu'à la naissance avec le père. Pas du tout. Le lien cœur à cœur avec le père, il est ultra important. Et c'est pas parce qu'on est un papa et qu'on porte pas le bébé dans son ventre qu'on n'a pas ce lien-là. Bien au contraire, il est à développer. Moi, je milite et j'en vois jamais assez, en fait, des couples qui ont envie de travailler comme ça, c'est-à-dire sur l'accueil conscient du nouveau-né intra-utérin. Comment est-ce que, notamment à travers le toucher, dans un toucher conscient, où on met en place cet émotionnel cœur à cœur du père à l'enfant, on peut aller communiquer à son bébé. Ultra intéressant oui. et effectivement, ouais, ça donne envie de savoir tout ça et moi je suis pas encore parent, mais si du coup, tu fais les choses à l'avance, mais du bien. coup je vais réfléchir en amont. J'avais une question, c'est avec une amie qui m'a justement, j'ai dit que j'allais parler avec toi. Elle m'avait posé la question si par exemple la maman vit des émotions positive ou négative, donc peu importe, avec une personne de son entourage, est-ce que l'enfant qui va naître va avoir un rapport avec cette personne-là? Par exemple, si la mère a été en colère ou elle a une grosse histoire avec, par exemple, un tel, l'enfant va avoir un rapport particulier avec un tel. Ou finalement... Pas de manière systématique, j'irai pas dans le systématisme pour ça, mais ma réponse, elle est toujours la même, c'est-à-dire donner
les mamans, parlez à vos bébés in utero. Parce que c'est là que se met en place les bases de cette communication émotionnelle à l'enfant. Tu me parlais de parentalité positive, bienveillante, mais c'est dès que l'on sait qu'on est enceinte, en réalité, que ça se met en place. Ça commence dès le début, quoi. Dès oui, effectivement, je peux vivre une immense colère avec Pierre, Paul, Jacques pendant ma grossesse, qui est quelque chose de phénoménal, de dramatique, qui me met par terre pendant ma grossesse. À partir du moment où je suis en capacité de vivre cet émotionnel-là, qui m'appartient, c'est ma vie, c'est le relationnel que j'ai avec cette personne-là à ce moment-là dans ma vie. Ok, mais de pouvoir dire à mon bébé cette colère que tu ressens là, qui est terrible, qui me dévaste, qui me soulève les tripes, ça ne t'appartient pas. Et prendre le temps. Et le temps, c'est pas des jours et des jours, c'est prendre le temps, quand la colère est retombée justement, d'aller apaiser ce bébé. Okay. Et en fait, c'est ça l'accompagnement prénatal complet, holistique, on met les mots qu'on veut, que j'ai à cœur de transmettre et de faire vivre aux mères, c'est cette naissance et cette grossesse consciente qui permettent de tenir le bébé au courant de ce qui lui appartient. Alors, on n'est pas dans un idéal de dire le bébé on va mettre que des bouddhas au monde. C'est pas ça, ultra zen. C'est pouvoir être déjà dans une communication de qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui m'appartient à moi. Parce que par la suite, c'est la même chose avec l'enfant qui va avoir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je vais être dans des réactions émotionnelles qui tu me parlais tout à l'heure de cette maman qui criait après ses enfants avant qu'elle ne prenne conscience de tout ça. D'abord, ses enfants l'ont choisi pour ça à ce moment-là. Donc c'est ok, ils ont quelque chose à vivre par rapport à ça. Et puis c'est, je me suis mise en colère, j'ai crié. Maintenant, ça, alors selon l'âge de l'enfant, la verbalisation n'est pas la même, mais le message est le même. Je t'aime, ça ne t'appartient pas. Là, j'étais sous le coup de la colère qui n'a rien à voir avec toi. Et on n'explique pas, peu importe, mais ça peut se mettre en place dès le départ. Ok. Donc, pour gérer ces empreintes émotionnelles, donc c'est dès le début, dès la conception, pour apprendre à gérer tout ça, en gros, il faut apprendre à parler à son bébé. Exactement. C'est ça. La clé, elle est là. Et faire la part des choses. Oui. Et se dire aussi, d'un autre point de vue, plus élevé, plus à distance, mais très juste, de toute façon, tout est bien. Les mamans, elles croient toujours qu'elles ont 3000% de responsabilité et de culpabilité. Voilà. On met les doigts dans la prise au moment où on sait qu'on est enceinte, ça y est, on est branché culpabilité. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que j'ai été cette maman-là. Et je le suis encore, certainement. Par rapport à cette responsabilité que l'on s'octroie en tant que mère, c'est déjà penser qu'on est deux. C'est-à-dire, il y a un papa quand même dans l'histoire. Oui, coucou. Voilà. Il compte pour moitié, c'est-à-dire il a aussi sa responsabilité. Et puis, au final, c'est 0 responsabilité pour les parents dans la mesure où cette âme a choisi ce moment-là, ces parents-là, avec leur existence, leur bagage, pour venir expérimenter quelque chose qui est de l'ordre de son choix d'âme. Okay. Et donc tout est ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais cessons avec cette culpabilité. Ouais, parce que c'était la question que j'avais tout à l'heure, c'est que du coup, à partir du moment où on sait tout ça, d'ailleurs c'était une de mes questions, c'est que on se dit j'attends avant de concevoir, j'attends que tout soit clean, que tout soit ok, tout soit parfait, ça n'existe pas. Ouais. Voilà, oui. Non, et puis tout est déjà parfait, on peut dire ça comme ça aussi, tout est déjà parfait. C'est un véritable lâcher prise, quoi. Oui. Tout est déjà parfait. Et finalement, ça enlève cette culpabilité que finalement, on est comme des humains. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. On peut toujours se rattraper et que, de toute façon, on peut pas être parfait, comme tu dis. Voilà, tout est en mouvement. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui sur la naissance, sur la grossesse, sur les vécus d'accouchement, sur les lignées, sur la spiritualité, je pense qu'il est probable que je n'aurais jamais fait d'enfant. Ce qui aurait été quand même très très dommage pour eux et pour moi. C'est vrai que... Tout est déjà parfait. Ouais. Et dans ce choix de l'âme à venir expérimenter justement de l'émotionnel humain, on ne peut pas choisir des robots. Donc on va choisir des êtres humains qui ont tout un vécu conscient, inconscient, qui vient les impacter, et surtout des êtres humains qui sont en devenir eux aussi.
je n'ai pas été la même maman pour ma fille aînée et pour le dernier de mes enfants. Bien sûr, on évolue, c'est sûr. Ok, donc en tout cas, à partir du moment où on a conscience de ça, on peut se donner le meilleur de soi, en tout cas faire au mieux avec ce qu'on a, évidemment, en parlant avec son bébé principalement. Mais quand on lui parle, c'est quoi? À haute voix? C'est quand ça peut ou pas? Ok, c'est il y a différents... intérieurement, quand on a une petite voix, c'est... Tu me disais tout à l'heure que tu avais travaillé avec une dame, découvert ce qu'elle faisait sur la respiration, etc. La respiration, c'est une des grandes méthodes que je vais utiliser moi pour aller travailler sur ce lien-là, en fait, sur ce lien de la mère ou du père à l'enfant. Il y a tout ce lien énergétique aussi, qui est de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable, mais qui est bien présent. Après, ça dépend avec qui on fait ça. Moi, je travaille sur le toucher massage, le toucher énergétique, où on n'est pas forcément dans le contact, mais dans l'énergétique. Et puis, l'hypnose, c'est une autre manière de mettre l'inconscient au contact de l'inconscient. Donc, tout ça est possible. Ok, toucher, parler... toucher physique, toucher énergétique, voilà. Ouais. Et l'hypnose également, tout ça, ce sont des outils que tu utilises et que tu adaptes en tout cas pour explorer tout ça. Mais après, j'imagine la maman en tant qu'outil, ça va être le toucher et le parler. En fait, elle va pas se faire de l'hypnose, elle va pas faire de la respiration. La respiration pour véhiculer depuis l'extérieur. Par exemple, un des exercices que j'affectionne particulièrement, c'est pouvoir, en état de relaxation, alors il est induit par l'hypnose ou il est induit par un massage, peu importe l'induction, dans cet état de relaxation où on est en connexion avec soi et une part de son inconscient, c'est pouvoir, sur l'inspire, l'expire, faire apparaître, laisser venir au conscient une couleur qui dirait par exemple la couleur de la tendresse, et aller inspirer cette couleur et la laisser descendre, couler tout au long de ce lien cœur à cœur, du cœur de la maman vers le cœur du bébé, et pouvoir communiquer à la suite. Oui. Faire de la méditation aussi. Oui, c'est toute cette intériorisation, oui. Ok. C'est pas forcément une solution de s'isoler, je veux dire, pendant 9 mois, on s'isole et au moins on vit rien, on se protège. Ça, c'est une autre... On vit dans une forêt, dans une petite cabane en attendant que les 9 mois passent et au moins il n'y a rien qui se passe, quoi. Alors ça dépend de comment on les vit, si on les vit en parlant sans arrêt à son bébé, mais c'est juste pas la réalité. Ça me fait penser, du coup, tu vois, tu me dis, on met tout sous cloche et puis au moins tout est clean et on prend pas de risque. Ça me fait penser aux situations où, par exemple, la maman va aller justement dans l'ultra-protection de son bébé. Parce qu'on met les doigts dans la prise de la culpabilité, puis on met les doigts aussi dans cette croyance que on va être nocive à notre enfant pendant la grossesse s'il ressent ce que l'on ressent. Et de fait, déjà à la base, c'est vrillé parce qu'il faut qu'il ressente, et il ressent de toute façon ce que l'on ressent. Toute la clé est dans le décodeur. Mais les mamans qui vont aller mettre, par exemple, sous cloche, entre guillemets, leur bébé quand elles vivent quelque chose de très, très difficile. Quand elles vivent un deuil, quand elles vivent une grande tristesse, elles vont aller comme isoler leur bébé de ce qu'elles ressentent. Seulement un bébé qui est isolé, qui effectivement ne ressent plus rien, ou presque rien de l'émotionnel de sa mère, ça fait un grand blanc, ça fait un grand vide qui n'est pas plus sécurisant en réalité. Ouais. Mais on peut arriver à bloquer le ressenti ? Mais une maman qui n'investit pas sa grossesse. Par exemple, je vais te citer un autre... Est-ce que c'est une grossesse non désirée ? Non, c'est pas aucun rapport, mais quand tu n'investis pas, c'est... Par exemple, les mamans qui attendent un bébé après avoir vécu des fausses couches. Des fausses couches ou des interruptions de grossesse. D'accord ? Il y a une telle peur que ce bébé-là ne reste pas non plus au début de la grossesse suivante, qu'on ne va pas investir trop. Ok, oui, de peur à ce qu'on ait mal après. Donc, la pensée inconsciente, c'est ce bébé ne va peut-être pas rester. J'ai peur qu'il ne reste pas. Je comprends. Et en gros, pour le lien à l'enfant perçoit cette peur-là de la maman comme maman n'est pas présente. Enfin, c'est même pas maman, parce qu'il n'y a pas cette notion de l'autre, il n'y a pas cette notion, maman, c'est quelque chose de très abstrait. Cet amour dont je me nourris n'est juste pas présent à la hauteur
Ou de façon paradoxale, un peu comme un flux discontinu, si tu veux. J'ai très envie d'être enceinte et en même temps, j'ai peur. Conjuguer ça à la mode intra-utérine, avec des guillemets, c'est je reçois de l'amour, tout d'un coup, je n'en reçois plus. Qu'est-ce qui fait que je n'en reçois plus ? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments donnés, j'en reçois ? Et c'est toujours interprété de façon égocentrée par le bébé in utero, parce qu'il n'y a que lui qui existe de toute façon. C'est mon ressenti qui existe. Et donc, c'est qu'à certains moments donnés, je suis satisfaisant, d'autres pas. Certaines fois, je reçois et d'autres pas. Et là, se met en place toute une stratégie. Ok. Ok, très intéressant. Wow. Du coup, il y a un truc qui me vient en tête, c'est par exemple dans les problèmes d'infertilité, alors que tout va bien, ça peut remonter à des mémoires, à des empreintes émotionnelles passées. Ça doit être quelque chose de courant, j'imagine. Ou... Oui, très. Je travaille beaucoup en conception, enfin en préconception, sur des problèmes effectivement de grossesse qui ne se déclenchent pas, ou de fausses couches qui se répètent, ou d'infertilité, comme tu dis, c'est-à-dire des conceptions qui se mettent pas en place, alors que biologiquement, il n'y a pas d'explication. On est très très souvent davantage, ce que je vais explorer en premier, c'est là, les mémoires non pas intra-utérines et de naissance de la personne, mais ça en fait partie. Les mémoires, oui, les mémoires des lignées. Qu'est-ce qui s'est passé dans les lignées pour que on puisse que le corps, au final, n'enclenche pas de grossesse, de conception, ou ne permette pas que l'enfant reste. Ça doit être fou de travailler sur ça et d'un coup, pouf, on te dit j'arrive à avoir un enfant. Bah oui, enfin, mais c'est mon quotidien ou quasi quotidien de travail. Magnifique. Mais ça, on n'est pas maître. Alors, je suis pas en train de vendre du rêve et du miracle. Oui, bien sûr. C'est que le travail sur soi, encore une fois, permet d'aller tellement alléger tout cet inconscient qui tire les ficelles, et là, peut tirer les ficelles de zéro conception. Ok. Et juste la prise de conscience de savoir qu'il s'est passé tel ou tel événement, ça suffit à débloquer. Oui, ça peut. Juste la prise de conscience. Parce que ça lève l'émotionnel qui ne nous appartient pas. Je vais te citer un exemple. Un exemple qui me vient en tête, là, d'une patiente. Pour elle, c'est son arrière-grand-mère qui a perdu ses bébés. Alors, il y avait le bébé numéro 1 et le bébé numéro 4 à une époque, donc arrière-grand-mère, tu vois, c'est une jeune femme à l'heure actuelle. À l'époque, évidemment, on n'était pas accompagné en tant que maman, et encore moins quand il y avait des deuils. Il y a eu une fausse couche pour le bébé numéro 1, et le bébé numéro 4 est né, vivant, et puis est mort à 3 jours. Alors, en généalogie, en psychogénéalogie, c'est la même place, en réalité, la place numéro 1, la place numéro 4. D'accord. Voilà. Ma patiente, arrière-petite-fille, je vois que tu réfléchis, mais si tu veux, je t'expliquerai pourquoi. Tu es en train de réfléchir à ta fratrie. Donc, ma patiente vient, elle, naître bébé numéro 1. Il se trouve que dans les dates de naissance, elle résonne complètement avec cette arrière-grand-mère, dont on lui a donné le prénom en deuxième prénom. D'accord ? Donc, son prénom et le deuxième prénom à l'état civil, le prénom de cette arrière-grand-mère. Sa date de conception correspond à la date de naissance de cette arrière-grand-mère. Or, dans cette lignée-là, il y a 2 deuils qui résonnent sur la même place en réalité, qui est la place de l'enfant numéro 1, qui ont impacté l'émotionnel des mères. Et quand cette jeune femme s'approche pour la première fois de ce théâtre qui s'appelle le théâtre des maternités de mes lignées, des femmes de mes lignées, elle vient avec le désir de concevoir un premier bébé qui ne vient pas. Bon sang, ce bébé ne vient pas, alors que tout va bien. Et donc on décode un petit peu tout ça et on tombe sur ces deuils non faits par son arrière-grand-mère, parce que à l'époque, encore une fois, on enterrait nos bébés, et puis les femmes pleuraient sur ces deuils, les hommes aussi d'ailleurs, et le temps passait. Mais le temps passait sans que on puisse revenir sur ça. Et elle qui est dans le désir de concevoir ce premier bébé, eh bien ça résonne fort dans ce théâtre des lignées là, dans ce théâtre des maternités. Sur la scène, quand elle s'approche, c'est comme si se murmurait, mais tellement fort que c'est assourdissant, tout en étant muet, se raconte les deuils de cette arrière-grand-mère. Mettre un bébé au monde, prendre le risque de mettre un bébé au monde à cette place numéro 1, aboutit à une catastrophe. Ouais.
on est fatalement en deuil de cet enfant, et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et elle-même, quand elle est, pour te faire le pendant de ramener l'émotionnel des empreintes de naissance, quand elle-même est venue au monde, bébé numéro 1, sa naissance a été très compliquée, faite en urgence avec un pronostic vital engagé pour le bébé. Elle est allée en couveuse, etc. Donc, on vient à la fois réactiver les mémoires de nos gestations, de nos naissances, et les mémoires de nos lignées qui viennent résonner, impacter de manière cohérente, même si ça a l'air d'être le foutoir comme ça, en décodant, en posant les choses, en re-racontant l'histoire de manière émotionnelle. Eh bien, oui, c'est compliqué, alors que tout va bien biologiquement, de mettre un bébé au monde à cette place-là, pour cette femme-là. Donc, on va redonner à l'arrière-grand-mère son vécu. Et ça, on travaille en hypnose, on travaille en écrit symbolique, on travaille en sophro. Enfin bon, l'outil est à adapter. Moi, je travaille avec cela. Et puis, on va réinformer le bébé qu'elle a été que ce qu'elle a vécu a été on remet le contexte et qu'au final, elle a survécu. Incroyable. C'est génial. Enfin, c'est génial. Oui, c'est parfaitement génial. Ouais, c'est vrai. C'est fascinant tout ça, ouais. C'est fascinant et on a envie de le partager à tout le monde en fait, parce que du coup ça peut donner de l'espoir à certaines personnes et se dire que finalement j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas exploré encore. Oui. Et c'est là où toi tu interviens. Ouais. D'ailleurs, comment ça se passe un accompagnement avec toi? Une personne va te contacter parce que j'imagine, soit dans un cas, elle a conscience de ce que tu fais, ou soit dans un second cas, elle se sent pas bien, un certain mal-être, et donc toi, tu vas la rediriger vers tout ce qui est empreinte émotionnelle, etc. Oui, c'est-à-dire, en règle générale, on vient à moi parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, pas forcément pour un accompagnement de grossesse. Ah, pas forcément, non, ouais. Non, je te disais. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que majoritairement, c'est plus le cas où je me sens pas très bien que je viens pour me faire accompagner en conscience pour ma grossesse. Ah ouais, non. Les gens qui viennent travailler en conscience leur grossesse, c'est vraiment pas fréquent. Oui. J'espère que ça le sera de plus en plus. C'est vraiment pour ça que je travaille et ça me tient à cœur et je trouve ça fabuleux, cette époque où justement ça bouge beaucoup, ça change beaucoup. Mais néanmoins, dans ma pratique, je travaille beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes, pour répondre à ta question. Beaucoup sur le devenir mère, c'est-à-dire des femmes qui sont soit avec des blocages de conception, des infertilité, des femmes qui sont pendant leur grossesse et là, bébé est là et ça va pas bien. Alors soit ça va pas bien physiquement, soit ça va pas bien moralement, soit je ne me reconnais pas, mes émotions me débordent complètement, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas moi. Soit des mamans qui sont juste après la naissance avec un bébé qui vient, lui, dans ses manifestations physiques, dans ses pleurs, dans son sommeil qui est compliqué, dans ses régurgitations, dans plein de choses, parler de l'émotionnel de sa mère. Parce que justement, il est cette magnifique petite éponge qui est venue complètement comme corporaliser les émotions de maman. Ok, d'accord, ça marche. Et comment ça se passe du coup quand tu accompagnes les personnes? C'est sur plusieurs séances, j'imagine, quand tu accompagnes quelqu'un sur une grossesse, c'est pendant ces 9 mois de grossesse? Ça dépend le moment auquel elle arrive. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, oui, en règle générale, oui. Et tu lui donnes des outils, tu apprends à utiliser ces outils pour les enfants. Oui, c'est-à-dire moi tu fais un travail émotionnel avec elle pour se libérer peut-être des mémoires. Je me cale sur ses besoins, c'est-à-dire en fonction de ce qu'elle exprime de difficultés, on voit ensemble si effectivement il y a des rebonds sur des mémoires inconscientes de lignée, s'il y a des rebonds sur son axe de vie à elle, c'est-à-dire par exemple une fausse couche précédente, un décès d'enfant précédent, un accouchement qui a été traumatique. Je travaille aussi en retraitement des traumas d'accouchement, des accouchements difficiles, ou quand, par exemple, on a vécu un premier accouchement qui était extrêmement difficile d'un point de vue émotionnel ou physique, on n'aborde pas le deuxième accouchement de façon très très sereine. Donc, en fonction de l'histoire, en fait, et l'histoire, elle est large, elle est mon histoire passée
un peu récente dont j'ai conscience, toute mon histoire passée dont je n'ai pas gardé la conscience, mais qui est bien présente et qui tire les ficelles, puis toute l'histoire familiale, eh bien on va travailler, encore une fois, on peut travailler en hypnose, on peut travailler en écrit symbolique, je peux travailler dans le toucher, parce que c'est une façon de remettre en lien la maman avec son bébé. Et donc je construis des accompagnements qui sont tous différents. Qui sont sur mesure, en fait. Oui, sur mesure. Oui. Mais dans cette multidimensionnalité-là. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est cette prise en compte de tout ça. Quand tu dis toucher, juste une petite parenthèse, c'est pas uniquement sur le ventre, ça peut être sur tout le corps. C'est sur tout le corps, oui. Oui, c'est sur tout le corps parce que, comme je travaille en énergétique chinoise aussi, les méridiens, justement, dans ce lien entre les organes et les émotions, les viscères et les émotions, je vais travailler sur cette circulation énergétique, soit en réflexologie, soit en massothérapie. On a besoin d'être accompagné quand on fait ce genre de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire seul ou on a besoin d'être accompagné pour, par exemple, ok, j'ai conscience de tout ça, j'ai envie de me libérer d'une empreinte émotionnelle. Oui. Est-ce que c'est quelque chose où on doit se faire accompagner ou je peux le faire tout seul? Je veux dire, alors, j'ai l'impression qu'on a besoin de se faire accompagner, mais peut-être que... À l'heure actuelle, je te dirais, il se peut que je change d'avis au fil du temps, hein, mais à l'heure actuelle, je te dirais qu'il est nécessaire de se faire accompagner. Oui. Oui, ouais, c'est ce que parce que si tu veux, dans l'exemple que tu cites là, est-ce que je peux aller résoudre tout seul ou toute seule mes mémoires émotionnelles de vie intra-utérine? D'abord, il faut que quelqu'un puisse te réinformer de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ce décodage dont je viens te parler un peu brièvement là. Et puis ensuite, que toi, adulte, avec tout ce que tu as réintégré de compréhension, tu puisses comme voyager hors temps, hors espace, à la rencontre de cette part de toi qui est restée bloquée dans une croyance, dans une émotion, dans un deuil non fait, dans quelque chose qui était vécu par maman et je savais pas que c'était à maman, pour aller re-rencontrer cette part-là, lui redonner le décodage. Et aussi toute la compréhension de pourquoi est-ce que je suis venue vivre ça à ce moment-là. Ouais. Ça va m'être utile. Je suis en train d'apprendre quelque chose ou je suis en préparation pour pouvoir aller vivre quelque chose qui a trait avec la raison pour laquelle je suis venue sur Terre. Ok. Est-ce qu'on peut arriver, Peggy, à un point où on se libère de tout? Par exemple, je viens te voir tous les jours. J'en sais rien. Je viens te voir tous les jours, j'en sais rien, pendant, je sais pas, plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Peut-être pas tous les jours, mais souvent. Est-ce qu'on peut arriver à un point où on se libère de tout, finalement? J'ai cette croyance que non. D'accord. Parce que c'est justement ce qui nous tire en avant, ce qui fait le moteur de notre vie ici. Ok. C'est d'aller expérimenter, d'aller intégrer des choses. Et s'il n'y a plus rien à intégrer, plus rien à expérimenter, juste on a fini l'expérimentation. Ouais, donc ciao, et ma croyance, c'est qu'on part dans une autre dimension, refaire une autre feuille de route. Donc on va pas se presser pour faire ce travail-là. Non. Ok, je vais pas venir se voir tous les jours. Vu sous cet angle. Mais c'est ultra intéressant. C'est fascinant tout ça. Parce oui, que moi ça me passionne, vraiment ça me passionne. J'ai envie de le partager à tout le monde et dire. Mais j'espère bien que tu vas le faire. Je vais le faire, hein, bien sûr, je vais le faire. C'est le but aussi de tout ça. J'avais une question avant, je pense, de clore cette émission, cet épisode. C'est par rapport à l'accouchement domicile vs hôpital. Je ne sais pas si tu as un avis dessus, mais d'après ce que je comprends, c'est que ça peut être un événement assez traumatique de naître à l'hôpital. J'imagine pour un enfant qui arrive, qui voit toute l'équipe médicale ou qui a je sais pas, il y a des cris, il y a des pleurs, j'en sais rien. Ça doit être peut-être difficile à gérer pour l'enfant et ça peut créer dès la naissance un traumatisme. Oui. Et donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, c'est un truc que je voulais, avec de quoi je voulais discuter. C'est est-ce que finalement l'accouchement à domicile, ou en tout cas l'accouchement dans un environnement différent de l'hôpital, c'est quelque chose de beaucoup plus préconisé? Est-ce que tu as un avis déjà sur cette question-là? J'ai un avis qui est strictement personnel. Il y a la légalité de ce qui est possible, pas possible selon les pays, en France y compris. Et puis, il y a le point de vue personnel que je porte sur, du coup, qui est alimenté de tout ce que je viens de t'exposer, sur qu'est-ce que c'est que d'accueillir un enfant
sur Terre quand il vient au monde. Il y a tout ce temps de préparation où on est déjà en train de l'accueillir pendant 9 mois. Okay. Et puis, il y a le moment dit de la naissance, le temps T, où, effectivement, mon opinion, c'est que plus on va être dans cette fluidité, dans cette conscience, dans cet accompagnement, dans cette douceur de ce que c'est que ce passage d'un intra-utérin où on a déjà vécu plein de choses à un extérieur où on ne sait absolument pas ce qu'on va rencontrer parce qu'il y a cette peur dans ce passage-là. Évidemment que plus on va être dans cette douceur-là, dans cette douceur autour de la mère pour qu'elle-même vibre d'accompagnement et de sentiments de protection, de sécurité, de compréhension, d'un rythme différent aussi, plus adapté à ce voyage qu'elle fait en même temps que son enfant, plus ça va être bénéfique pour l'être qui vient au monde. Ce qui est un discours dans lequel il faut intégrer le médical dans le sens quand il est nécessaire, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas de manière sécurisée, justement, il faut pouvoir intervenir. Et donc, c'est cette hypermédicalisation qui est devenue le quotidien des femmes enceintes et des femmes qui accouchent, versus quelque chose qui est beaucoup plus cocooning, beaucoup plus physiologique, beaucoup plus dans ce que l'on attend d'un accompagnement jusqu'au bout, jusqu'au moment de la mise au monde de l'enfant. Eh bien, il faudrait, et j'espère qu'on y viendra, et on y vient de plus en plus, il faudrait pouvoir accompagner, tant qu'il n'y a pas de nécessité à intervenir médicalement, dans un accompagnement purement physiologique. Ouais. Ouais, mais pour ça, il faut d'abord travailler sur les peurs. Et les peurs de la femme enceinte, elles sont aussi le fruit de cette hypermédicalisation, mais elles sont inhérentes à leur histoire. Et donc, travailler sur leur histoire familiale, mémoire inconsciente, etc., va permettre d'aller se sentir en sécurité, en confiance pour mettre au monde son enfant. Mon corps sait faire, je suis capable de faire. Oui. Et si il doit arriver quelque chose qui fait que médicalement il faut intervenir, alors pouvoir intervenir, c'est-à-dire ne pas se trouver à 150 km au milieu de la forêt équatoriale. mais en même temps, plus les femmes vont travailler en conscience sur leur histoire, sur leur grossesse, sur leur lien à l'enfant, mieux ce sera pour des naissances en douceur. Oui. Donc ça, ce travail-là, il peut se faire pendant les 9 mois de la grossesse, quoi. Ou avant. Ou avant, bien sûr, c'est le mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que la personne est enceinte, il y a un espoir où pendant les 9 mois, on va travailler justement ce rapport. Heureusement qu'il y a un espoir, il est immense, cet espoir, il est immense, bien sûr. Il est même réel. Oui. Ok, ouais, parce que je me dis, à l'hôpital, j'ai l'impression que c'est quand même assez traumatisant alors, j'ai pas vécu d'accouchement. Et ça dépend des hôpitaux aussi. Il faut garder un discours qui, à mon sens, tout ce qui est extrême n'est pas juste, n'est pas équilibré. L'hôpital, dans le sens, l'intervention des soignants lors d'une naissance, elle peut être très douce. Il y a des endroits où on accompagne les mères de façon la plus douce possible dans ce contexte, dans ce contexte-là. Alors, c'est vrai, la lumière est peut-être pas au top, peut-être trop forte, les bruits sont trop forts. Néanmoins, on accompagne la maman de façon à faire en sorte qu'elle soit sécurisée. On la masse, on lui permet de bouger, d'adopter différentes positions. Tout ça a lieu de plus en plus. On commence à mettre depuis de nombreuses années des maisons de naissance aussi en France. Donc tout ça arrive. On peut dire que c'est insuffisant, ça l'est objectivement, mais ça vient. Ça vient petit à petit. Et puis avec le travail que tu fais, les outils que tu donnes, on peut arriver à sécuriser en fait le bébé qui naît très rapidement. Oui, parce que ça tient à la maman. C'est le rôle clé de la mère et du père au moment de la naissance, ce sont eux qui mettent au monde leur bébé. Ok. Ouais. Déjà se réapproprier ce temps de naissance. Et ça se fait quand on gagne en confiance, quand on va travailler sur les peurs, l'anxiété. Oui. Donc un travail à réaliser, on va dire, par tout le monde au final, parce que tout le monde vit en fait à divers degrés c'est ça. Tout ça. Donc c'est un travail important. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est la conscience, finalement, prise de conscience. Eh oui. Et vivre le moment et pour que ça se passe du mieux possible.
Ok, écoute, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, je t'ai bien fait cogiter aussi. Ah oui, bien fait. Alors là, je vais remettre pas mal de choses en question, mais c'est ultra intéressant. Est-ce que il y a des choses dont je n'ai pas abordé ou tu aurais voulu aborder, ou des choses dont tu penses que ça prendrait sens de dire, ou voilà, là on a fait un grand tour. Je dirais qu'on a vraiment posé un cadre large de ce qui se joue de réflexion, par rapport autour de la naissance au sens large du terme, pour le bébé, pour le bébé devenu adulte, pour la maman enceinte, pour tout ça. Maintenant, chaque domaine mériterait en lui-même d'être largement approfondi, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intra-utérin, les mémoires inconscientes de l'intra-utérin, les mémoires de naissance. Qu'est-ce que c'est qu'une naissance très médicalisée? Qu'est-ce que ça implique une naissance très rapide? Ou on a brièvement parlé des césariennes, mais qu'est-ce que c'est que de naître avec un cordon autour du cou? Qu'est-ce que ça implique? Pouvoir redétailler chaque chose, et puis alors largement s'étendre sur la psychogénéalogie, qui est un de mes domaines de prédilection. Okay. Et donc on pourra en parler. Ce sera une prochaine fois. Ouais. Ah, franchement, je suis chaud. Ok. C'est quoi est-ce que tu as alors, deux questions là qui me viennent. La première, c'est quel est le conseil que tu donnerais en premier à une femme ou un homme de manière générale, qui veut reprendre sa santé en main, ou en tout cas reprendre sa santé en main? Est-ce que ce serait d'explorer sa santé globale, sa santé générale, de travailler sur son histoire, de travailler sur qu'est-ce qui vient, ça c'est mon point de vue, de quoi est-ce que je ne suis pas encore consciente et qui vient tirer les ficelles de quelque chose que je ne décide pas en conscience. Et donc, je peux avoir un comportement alimentaire qui n'est pas adéquat, je peux avoir un rythme de sommeil qui n'est pas adéquat, je peux avoir un mal-être qui me dirige dans ma vie et qui fait que je ne suis pas heureux tel que ça se passe, ou heureuse tel que ça se passe. Donc, c'est aller travailler sur tout ce qui tire les ficelles. Ok. Est-ce que si tu pouvais revenir à l'âge de 7 ans, ou toi enfant, à la Peggy enfant, tu te dirais quelque chose, ou tu aurais envie de dire quelque chose? Ouais, je pense que je me dirais, t'inquiète pas, ma belle, tout ce que tu vis, un jour ce sera une grande force. Très beau, c'est magnifique. Ok, et dernière petite question, si tu étais dans les nuages avec un grand panneau où tu pouvais diffuser un message à tout le monde, ce serait lequel, ce message? Aux êtres sur Terre? Oui, aux êtres sur Terre. Voilà, t'es en haut dans les nuages, t'as un gros écriteau et tout le monde peut te lire. Je pense que je leur dirais, vous êtes bien plus grand que ce que vous croyez, bien plus vaste. Super. Ok, merci Peggy. On te suit comment? Est-ce que t'es sur les réseaux sociaux? Un petit peu sur les réseaux sociaux. Vaille que vaille, oui, un petit peu. Sur quoi? Sur Facebook, Twitter? Sur Facebook, sur Insta. Naître ensemble. Naître ensemble, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Je mettrai le lien dans l'épisode. Description, donc Naître ensemble. On peut te contacter via ton site aussi, tu as un site personnel? Oui, sur le site, il y a effectivement, j'aime beaucoup écrire, donc il y a la description de pas mal de choses, et puis il y a les formations professionnelles que je délivre aussi. Tu formes des gens à ce que tu fais? Oui, j'ai commencé ça, effectivement, c'était... Trop chouette. Quand tu me dis, ça donne envie d'en parler à tout le monde, mais effectivement, j'ai effectivement envie d'en parler à tout le monde, et du coup, oui, il y a des formations professionnelles que j'ai mises en place sur Paris, sur Namur. Donc ça, c'est accessible sur le site, oui. Ok, super, on mettra aussi le lien. C'est Naître ensemble aussi, le site? Oui, naîtreensemble.fr. Ouais. Naîtreensemble.fr. Du coup, tu vois l'avenir positif à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est prise de conscience, accompagnement à la grossesse. Tu vois qu'il y a une évolution, en tout cas, tout à fait, positive, et qu'on a de plus en plus conscience de tout ça. Oui, je ne travaille plus aujourd'hui ni dans le même contexte professionnel que celui avec lequel j'ai commencé. En quelques années de temps, il y a eu une immense ouverture sur toute cette périnatalité. Donc oui, je suis optimiste, plus qu'optimiste. C'est même très enthousiasmant. Ouais. Bon, super, génial. Écoute, merci beaucoup Peggy, c'était ultra intéressant, vraiment. C'était fascinant. Ravi de discuter. C'était très, très intéressant. Il y a beaucoup de perspectives, de pistes de réflexion en fait qui se mettent en place, et j'espère que ça va être le cas aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Ça donne aussi de l'espoir du coup, parce que ça nous offre
nouvelle piste à explorer aussi quelque part. Et moi, je me demande si du coup, je vais explorer certaines choses. Mais puisque tu as jusqu'à 120 ans, on aura encore bien l'occasion de discuter. Exactement. Donc, ça donne de l'espoir, de nouvelles pistes de réflexion. Et puis, tout ça, c'est très positif. Donc, merci encore. Merci à toi. Pour les auditeurs qui nous écoutent, déjà, merci beaucoup nous avoir écoutés jusqu'à présent. J'espère que vous avez beaucoup appris, comme moi j'ai appris. Si vous avez apprécié et si vous pensez que ça ferait sens de partager autour de vous, alors n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que je pense que beaucoup de personnes apprécieraient ce contenu. Enfin, en l'occurrence, là, j'ai envie de le partager à pas mal de monde. Surtout dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont enceintes, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire et une note positive aussi sur le podcast, parce que ça aide à découvrir l'émission à d'autres personnes. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et écoute, merci encore Peggy, et au plaisir d'échanger avec toi sur d'autres sujets, là, la psychogénéalogie, mais d'autres aussi thématiques, parce que c'était ultra intéressant. Alors, merci encore. À bientôt, Léron. Merci. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.